Bien, bonjour à tous. Nous allons commencer tranquillement pour laisser une chance à tout le monde de nous rejoindre pour ce 25e webinaire WIMEC. Donc, je suis ravie de vous accueillir. Je rappelle que WIMEC, c'est le West Atlantic Marine Energy Community, donc qui fédère l'écosystème des énergies marines renouvelables sur le territoire des Pays de la Loire et autour des axes recherche, formation et innovation. Donc moi, je suis Gwenaëlle Le Goff, chargée du développement de la recherche chez WIMEC. À ce titre, je suis chargée du suivi des projets financés par WIMEC et puis, bien sûr, mon rôle est aussi d'en susciter et de favoriser les collaborations. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à venir m'en parler, ce sera avec plaisir. Aujourd'hui, nous accueillons Laurent Perret, maître de conférence au laboratoire Léa à l'École centrale de Nantes, donc le laboratoire de recherche en hydrodynamique, énergétique et environnement atmosphérique. Laurent va vous présenter son projet Wind2Sim, qui a été lauréat de l'appel à projet recherche 2020 de WIMEC et qui s'est terminé fin 2022. Ce projet traite des écoulements turbulents au sein des champs d'éoliennes offshore. Son objectif était d'améliorer la qualité et la représentativité des simulations aérodynamiques et aéroélastiques des éoliennes offshore fonctionnant dans le sillage d'autres éoliennes. Ce par une méthode que je vais laisser Laurent vous présenter. Juste avant de passer la parole à Laurent, je vous rappelle que vous avez tous les micros et les caméras coupés, heu et je vous invite à poser vos questions, via l'onglet Q&R en bas de votre écran et les questions seront relayées à Laurent, qui répondra à la fin du webinaire. Donc, bien Laurent, je te laisse la parole. Merci. Merci Gwenaëlle. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous présenter le projet Win2Sim qu'on a mené maintenant il y a quelques temps, dont l'objectif était donc de coupler des mesures en soufflerie à des mesures, enfin à des simulations aéroélastiques d'un point de vue instationnaire. Donc en fait, ce travail, il a été mené principalement par Cédric Rebaudot, qui était en postdoctorat au cours du projet, et puis en collaboration avec Jean-Christophe Gilotto, qui était au, au Léa à l'époque, et puis Boris Conan, également au Léa. Voilà, c'était un projet avec un partenaire, le Léa, parce que c'était une étude exploratoire, plutôt de démonstration en fait de la faisabilité de cette idée de couplage expérience simulation. Voilà, donc au niveau du contexte et des besoins en fait auxquels on a essayé de répondre en fait, on s'aperçoit que quand on veut faire des simulations donc de performance éolienne ou de fatigue ou de calcul aéroélastique, en fait, il est crucial de pouvoir prendre en compte les caractéristiques du vent qui va arriver sur l'éolienne ou sur le champ d'éolienne. Et plus cette orientation du vent va être fidèle, meilleures seront les simulations. Et cette représentation-là, elle va être aussi, enfin la fidélité, le degré de fidélité va être encore plus crucial quand on va s'intéresser aux éoliennes qui sont dans une ferme, donc dans un champ d'éoliennes, puisque les éoliennes qui sont en aval des premières éoliennes vraiment front de ferme, eh ben elles vont pas voir arriver la couche limite atmosphérique non perturbée, mais elles vont être placées dans le sillage des éoliennes précédentes, des éoliennes amont. Et donc là, on avait identifié un besoin en fait dans la littérature, un manque en fait en termes de représentativité du champ turbulent associé au sillage d'éoliennes. Donc l'originalité du projet, en fait, par rapport justement à l'existence, c'était cette idée en fait de pouvoir coupler des mesures faites en soufflerie à petite échelle, donc à l'échelle on a travaillé entre le 500e et le 750e, et de coupler des mesures en soufflerie à un code aéroélastique. Donc on a choisi un code très connu qui s'appelle FAST, juste pour faire la démonstration en fait du couplage.
Et en fait, vous verrez par la suite, en fait, c'est le couplage, donc il nécessitait des opérations non seulement de mise à l'échelle spatiale, puisqu'en fait les simulations, on voulait pouvoir les faire à l'échelle 1, alors que les mesures étaient faites à l'échelle du 750e au niveau spatial, donc une mise à l'échelle au niveau spatial, et aussi on a été confronté à un problème de, euh, de d'interpolation temporelle, en fait, puisque quand on met à l'échelle les mesures, on s'aperçoit aussi que les fréquences d'acquisition associées au système de mesure qu'on met en œuvre en soufflerie, je vais y revenir, ben, ne correspondent pas aux fréquences auxquelles on voudrait pouvoir alimenter la simulation. Au niveau technique et scientifique, donc on a dû aborder quelques challenges, on va dire, puisque d'une part, il s'agissait d'avoir en soufflerie des écoulements représentatifs de ce qui se passe dans la basse atmosphère, donc pleinement turbulente, et aussi dans le sillage d'éoliennes. Et puis aussi d'un point de vue méthodologique, donc comme je disais, il y a cette étape d'enrichissement en fait de la dynamique temporelle par rapport aux mesures pour pouvoir enfin, alimenter les simulations qui était là le gros point dur de notre démarche. Et puis ensuite, un peu moins difficile, il y avait aussi le passage à l'échelle 1 à partir de mesures à l'échelle du 750e. Voilà. Donc, pour résumer, en fait, la stratégie du projet, là, voilà, en fait, donc, on a une première brique à gauche qui consistait à faire des mesures soit dans la couche limite offshore, soit dans le sillage d'une éolienne, euh, dans un écoulement de vent réaliste. Donc, en fait, on s'est vraiment attaché, en fait, et on s'est appuyé sur un projet, là, on voit le nom en bas, Flotéol. C'était un projet justement, dans lequel on avait développé, enfin, pas nous, les collègues avaient développé justement un système de simulation de la couche limite offshore à l'échelle du 500e au 750e. Ça couvrait une gamme d'échelles. Donc en fait, on s'est appuyé sur ces travaux qui permettaient de représenter fidèlement la couche limite atmosphérique à petite échelle pour y placer un modèle d'éolienne. Donc on verra, c'est en fait simulé par un disque poreux, puisqu'on ne s'intéressera pas au sillage proche des éoliennes, mais plutôt au sillage lointain pour des problématiques de quand en considérant qu'on va placer une éolienne en aval de l'éolienne amont, ben, en fait, on se trouve quand même à quelques diamètres en aval, et donc du coup, c'est pas le sillage proche de l'éolienne qui va impacter l'éolienne aval. Donc l'éolienne est un peu simplifiée dans la mesure où elle est représentée par un disque poreux qui représente les caractéristiques globales de l'éolienne. Donc ces mesures-là, donc on va faire des mesures dans une section droite de l'écoulement, donc perpendiculaire à l'écoulement incident, en aval de l'éolienne, avec ou sans éolienne en fait. Et ensuite, il va falloir ces mesures-là les enrichir d'un point de vue temporel, donc en combinant différents types de mesures et puis des approches aussi de construction de modèles entrée-sortie pour pouvoir enrichir la dynamique. Et puis ensuite, à la fin, une fois qu'on a fait ça, on va extrapoler et mettre à l'échelle, donc interpoler, extrapoler sur la grille de calcul, tout en mettant à l'échelle une, pour ensuite pouvoir alimenter directement avec les bonnes fréquences et les bonnes résolutions spatiales la simulation qu'on a fait avec le code de calcul FAST. Euh, alors il y a plusieurs sous-produits qui ont été réalisés ou qui sont en perspective. Les bases de données, on va y revenir, en fait, elles vont alimenter euh, aussi toute une partie analyse de sillage qui a été faite dans le cadre du projet Flotéol et puis après qui a été poursuivie par les collègues. Et puis cette idée de génération de conditions amont en fait pour des simulations aéroélastiques, eh ben, on a à terme l'ambition aussi de les tester sur des simulations LES, donc des simulations aussi pour lesquelles la problématique de conditions d'entrée instationnaire est cruciale. Alors, Win2Sim s'inscrit aussi dans je sais pas comment dire, le paysage de projets supportés par UMEC et qui tourne autour donc de l'éolien offshore. Donc, j'ai cité déjà Flotéol. Il y a aussi le projet SoftWind, en fait. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un projet qui aussi a besoin de conditions d'entrée réalistes. Et là aussi, c'est en discutant avec Jean-Christophe Givoto qu'on a vu aussi la possibilité d'utiliser les méthodes qu'on développait pour venir alimenter SoftWind. Et ça a débouché aussi sur des dépôts de projets dans ce sens-là plus tard. Et puis, alors,
d'un point de vue moins concret, mais c'est l'idée aussi qu'il y a derrière nos, nos- de ce projet Wintosing, pardon, et ben ça se rapproche un peu aussi de l'idée qui avait été développée dans le projet Ecosfarm et qui est devenu Atmosfarm. Donc, je rentre pas dans les détails, mais vous pourrez regarder les projets de quoi ils relèvent. Mais c'est toujours des problématiques liées à la génération de conditions d'entrée et à la fidélité des simulations des performances éoliennes. Voilà. Donc la stratégie, je vous disais, c'est pour faire simple, voilà la stratégie qu'on a mis en place durant le projet. Donc une grosse campagne expérimentale en soufflerie de mesures détaillées dans une couche limite atmosphérique et ensuite dans le sillage d'une éolienne. La spécificité aussi, c'est qu'on s'est appuyé sur les développements qui avaient été faits dans Flotéol. Donc on a eu aussi la possibilité de d'animer l'éolienne d'un mouvement de surge, donc un mouvement longitudinal avec des fréquences variables pour simuler justement le mouvement de la houle. Donc là, c'était un pas vers le côté offshore euh, de la, de la, de la physique de l'éolienne. Ensuite, deuxième étape, donc le développement d'une méthode d'estimation et de reconstruction de la dynamique temporelle des champs de vitesse qu'on n'arrivait pas à capter correctement avec nos mesures. Troisième étape, donc l'implémentation de ces champs de vitesse dans FAST. Alors FAST, on a fait des calculs FAST, mais via l'interface QBlade, euh, des choix un peu plutôt pratiques. Et puis ensuite, donc, il y a eu une étape de validation de notre implémentation. Et ensuite, on a commencé à explorer un peu, mais plutôt sous l'angle de la faisabilité, l'impact du sillage sur la performance de l'éolienne aval, donc à travers les mesures et le coupage qu'on avait réalisé. Donc voilà, donc si on regarde la première étape, première étape, campagne expérimentale en soufflerie. Donc, à gauche, vous avez une photo de la soufflerie où on regarde vers l'amont de la soufflerie. Donc, c'est la soufflerie du Léa. Elle fait 24 mètres de long, 2 mètres de section par 2 mètres de section. Et donc, on profite de ces à peu près un peu plus de 22 mètres de veine d'essai pour développer une couche limite turbulente qui se développe. Alors, on aperçoit en fond, on aperçoit en fait des triangles qui permettent de générer de la turbulence, donc de générer la turbulence grande échelle, et c'est couplé ça à des parois rugueuses. Là, on aperçoit la paroi, en fait, c'est des plaques perforées qui ont été choisies puis qualifiées pour représenter la couche limite offshore à l'échelle du 500e en termes de caractéristiques de vitesse moyenne, donc cisaillement, taux de turbulence, contenu spectral, échelle intégrale. On a essayé de représenter le plus possible d'ingrédients de la couche limite, mais à l'échelle du 500e. On aperçoit aussi sur la photo euh, donc le disque poreux qui va modéliser l'éolienne et qui va pouvoir être animé d'un mouvement longitudinal pour simuler un mouvement de surge. On aperçoit sur les côtés, elles sont pas très faciles à voir, mais en fait, on voit des encoches dans les coins de la soufflerie. En fait, c'est là où se trouvaient les caméras qu'on va utiliser pour faire nos mesures. Et puis, en aval du disque, en fait, on aperçoit aussi deux supports transversaux qui supportent des sondes, qui sont des sondes d'anémomètre à fil chaud qui vont nous permettre d'avoir une information résolue en temps. Donc, à quelques points, on avait une douzaine de fils chauds et ils vont nous permettre de sonder le sillage avec une très bonne résolution temporelle. Et on va compléter ça avec des mesures de vélocimétrie par image de particules qui vont être faites entre le disque poreux et les sondes à fil chaud. Donc en fait, sur la droite, vous voyez en vert, vous voyez la disposition des fils chauds donc, qui est représentée par les points rouges. Et puis en vert, pardon, on a la zone qui va être sondée par le dispositif de vélocimétrie par image de particules, donc en fait qui s'appelle PIV, hein, pour Particle Image Velocimetry en anglais. Et donc on va utiliser ce système de mesure pour mesurer des champs à trois composantes, donc faire comme des photographies du champ instantané de vitesse dans une section transversale de l'écoulement. Et tout ça, ça va être synchronisé avec les fils chauds. Donc on va avoir une information très riche spatialement avec la PIV et on va avoir une information donc plus parcellaire au niveau spatial, mais par contre très riche au niveau temporel dans la couche limite. Donc, comme les mesures vont être synchronisées, en fait, on va se servir de cette synchronisation pour venir enrichir la dynamique temporelle des mesures PIV dans tout le champ pour pouvoir avoir quelque chose de satisfaisant. En bas, on voit le setup, donc d'un point de vue, en regardant de côté, donc on voit l'éolienne qui va être animé ou pas d'un mouvement longitudinal, donc d'une certaine amplitude delta X et puis d'une certaine fréquence et amplitude, donc une fréquence FM là, qui va nous permettre
d'imposer un mouvement sinusoïdal à l'éolienne. Et puis derrière, on va trouver donc le champ PIV qui va permettre de sonder la section. Et puis après, les quelques fils chauds, la douzaine de fils chauds. Donc voilà, donc tout ça, en fait, euh, et ben, ça nous a amené à faire une campagne assez extensive de mesures, donc dans lesquelles on a à chaque fois, pour chaque configuration, donc on va avoir des configurations d'écoulement sans éolienne, après avec une éolienne fixe, et après avec une éolienne animée d'un mouvement sinusoïdal avec différentes fréquences. Et on va répéter toutes ces mesures-là à une distance de mémoire 4 diamètres et demi à peu près, en aval de l'éolienne, et 8 diamètres aussi. Pour chaque mesure, enfin pour chaque configuration, on va enregistrer 14 000 champs de vitesse et sur une zone relativement grande, hein, puisqu'on va couvrir 3 diamètres en largeur et 2 diamètres en hauteur, avec une fréquence de 14 Hertz. Alors ça, je vais y revenir, mais on va voir plus tard que c'est assez limité, et c'est pour ça qu'on a complété nos mesures avec des anémomètres qui vont mesurer l'écoulement cette fois-ci, mais à 15 kHz. Donc il y a un facteur 1000 entre les deux systèmes de mesure d'un point de vue temporel. Voilà, donc tout ça, ça nous a occupé pendant un mois complet de mesures, en dehors de la préparation de l'expérience. On a couvert donc 4 fréquences d'oscillation, et puis on a eu on a documenté voilà, 18 configurations pour un total de presque 11 téraoctets de données brutes. Donc après, que Cédric, pendant son postdoc, s'est attaché à décortiquer. Ces bases de données, ensuite, elles ont pu alimenter, comme je vous disais, pas mal d'autres travaux, des études sur le sillage, donc à travers une thèse de Benjamin Schlipke, des stages, une collaboration avec Siemens, dans lequel on a essayé de coupler aussi nos mesures avec leur code de calcul qui s'appelle BIOC, dans le cadre d'un Master 2, et puis aussi donc Win2Sim, donc alimenter le couplage avec FAST. Voilà, donc voilà pour vous donner une idée de des choses qu'on mesure par PIV stéréoscopique. Donc là, vous avez à gauche, vous avez le champ de vitesse longitudinal, donc qui est perpendiculaire au champ de vitesse, en aval d'une éolienne. Donc on aperçoit en bleu là la trace, le déficit de vitesse lié à la présence de l'éolienne. Et puis on voit aussi le caractère très turbulent des courants, hein, avec pas mal d'hétérogénéité spatiale, on va dire. Et donc ça, on va avoir comme ça un genre de, on va enregistrer comme ça 14 000 photos du champ de vitesse, hein. Alors là, on voit qu'une composante, mais il faut garder en tête qu'on a aussi les composantes dans le plan, donc 3 composantes. Et puis à droite, vous avez aussi une représentation plutôt de la puissance, donc en gros le cube de la vitesse, hein, disponible dans l'écoulement brut. Donc là aussi, on retrouve les mêmes caractéristiques d'hétérogénéité et de forte turbulence. Alors ensuite, avec les 14 000 champs de vitesse, on peut calculer des statistiques. Donc à gauche, par exemple, vous avez ce qu'on a obtenu à 4,6 diamètres en aval de l'éolienne. Donc champ de vitesse moyen, des champs de RMS, un peu pour caractériser les fluctuations turbulentes. Puis après, quand on s'éloigne à droite, on voit à 8 diamètres que la turbulence diminue un petit peu, et puis le sillage s'élargit. Donc comme ça, on a pu explorer un peu toutes les statistiques de l'écoulement, sachant que dans notre projet, notre but, c'était pas vraiment d'étudier la physique du sillage, hein, c'était les collègues qui s'en sont occupés. Nous, notre objectif, c'était plutôt de développer une méthode de couplage. Alors, on s'est quand même intéressé un peu à l'influence des fréquences de battement qu'on pouvait imposer à l'éolienne. Euh, et là, vous voyez, par exemple, on voit, c'est des profils suivant l'horizontale ou suivant la verticale dans l'axe du hub. Donc, à gauche, vous avez le champ moyen et puis aussi l'énergie cinétique turbulente en fonction de l'horizontale. Et puis à droite, la même chose, mais en fonction de la verticale, toujours sur l'axe du hub. Donc, on voit que là, c'était une des conclusions de l'étude menée par les collègues. En fait, c'était que imposer un mouvement de surge pour différentes fréquences n'avait pas beaucoup d'impact sur les statistiques globales du sillage. Donc ça, après, ça nous a aiguillé un peu sur la pertinence de certains choix au niveau modélisation et prise en compte de la dynamique. Alors, juste pour fixer les idées avant de rentrer après sur cette partie modélisation, voilà euh, les paramètres des expériences et comment ils se rapportent à l'échelle, à l'échelle, à la pleine échelle, pardon, à l'échelle 1. Donc, l'objectif, c'était au départ de simuler une éolienne qui
telles que celles qui étaient déployées sur le site d'essai SEMREV, donc de l'ordre de mégawatts. Avec donc un diamètre, alors avec l'échelle qu'on avait prévue de 750e, finalement ça nous donnait un diamètre full scale de 120 mètres, et puis voilà, une vitesse de hub de 10 mètres. On visait pleine échelle une fréquence d'acquisition d'une vingtaine de Hertz. Donc, finalement, on fera les simulations avec une fréquence de 100 Hertz. Donc, il a fallu, euh, ça imposait en fait le scaling, imposait donc une fréquence d'acquisition dans la soufflerie de 5 kHz, 5,7 kHz, donc bien loin des 14 Hertz de notre système PIV. Alors voilà, justement, voilà un exemple de spectre. En fait, donc là ici, vous avez la densité spectrale d'énergie dans la couche limite en fonction d'une fréquence adimensionnée par le diamètre et puis la vitesse infinie en dehors de la couche limite. Et alors pourquoi je vous montre ça? C'est pour vous montrer que notre système PIV avec ces fréquences de 14 Hz, ben, en fait, il va capter les basses fréquences jusqu'à une fréquence adimensionnée de l'ordre de 3. Et nous, on a besoin, à cause de notre scaling, passer à la pleine échelle, d'aller chercher des fréquences de l'ordre de 5 kg. Donc, on a besoin en fait de combler ben, toute la partie spectrale pour pouvoir représenter bien toute la partie turbulente qui va nous manquer quand on va faire nos mesures à petite échelle, à petite fréquence. Donc pour ça, la stratégie qu'on a choisie avec Cédric, eh ben, ça a été justement de coupler les mesures PIV bien résolues en espace avec les mesures ponctuelles mais bien résolues en temps des fils chauds. Et alors, pour faire ça, on a décidé de découpler justement la partie spatiale, la partie temporelle, en utilisant une technique qui s'appelle la décomposition orthogonale aux valeurs propres, donc, qui permet de décomposer un champ de vitesse que j'appelle U ici, donc qui dépend de l'espace et du temps, en une somme de modes qui s'appellent phi ici, qui vont représenter les caractéristiques spatiales de l'écoulement, et puis une somme qui sont multipliées ensuite par une somme de coefficients temporels A. Il manque un indice I pour les modes spatiaux là. Euh, en fait, ces modes-là, ils vont être indépendants les uns des autres dans le sens où ils sont orthogonaux. Donc, on va pouvoir comme ça vraiment parfaitement découpler le problème spatial et temporel. Et puis, l'avantage aussi de cette genre de décomposition, en fait, c'est qu'elle est faite sur des critères énergétiques. Donc, c'est-à-dire que le premier mode a la plus forte contribution à l'énergie cinétique turbulente, et le deuxième mode a la plus forte contribution au restant, et ainsi de suite. Donc, en fait, si on fait une troncature de cette décomposition, ben, en fait, on est sûr de garder le maximum d'énergie cinétique possible avec le nombre de modes qu'on a choisi. Donc, il y a aussi une idée de réduction en fait de la dimension du problème et de réduction un peu de la complexité du problème, puisqu'on va passer d'un champ 3 composantes avec beaucoup d'images à un nombre limité de modes et en découplant espace et temps. Et alors ensuite, l'idée pour reconstruire en fait notre dynamique temporelle qu'on ne capte pas avec notre système PIV basse fréquence, eh ben, c'est de coupler les mesures de fil chaud avec donc là qui serait représenté par le signal S. On va essayer d'estimer en fait la dynamique temporelle des modes. Donc comme c'est une estimation, j'ai mis un petit chapeau pour rappeler que c'est juste une estimation. Et donc cette estimation, elle va être faite à partir de la construction d'un modèle type entrée-sortie, donc qui est basé sur les corrélations spatio-temporelles entre les modes fil chaud, enfin l'information fil chaud et les coefficients temporels A de T. Euh, et ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc on part de mesures en fait de mesures PIV qui sont à basse fréquence, de mesures Fichot qui sont à haute fréquence, et à la fin, on peut réestimer donc les coefficients temporels de notre décomposition à très haute fréquence, et donc reconstruire les champs PIV à très haute fréquence. Donc on retrouve on récupère la très forte résolution spatiale de la PIV avec la très forte résolution temporelle des, euh, des fils chauds. Alors, pour limiter la complexité du problème et puis aussi pour éviter en fait, des problèmes de robustesse de l'estimation, on a été obligé de tronquer en fait le nombre de modes dans la décomposition qu'on allait garder. On s'est limité à une centaine de modes. Donc là, vous voyez sur ces graphiques, on a l'énergie cinétique turbulente cumulée en fonction du nombre de modes, et on atteint à peu près à gauche, c'est pour la
enfin, c'est pour la position la plus amont, à droite, c'est pour la position la plus aval, et dans les deux cas, on atteint à peu près 80% de l'énergie cinétique turbulente. Donc, on s'est dit, quelle que soit la configuration, on va quand même bien représenter la turbulence. Même, on va en perdre 20%, mais de toute façon, on n'aurait pas le choix. Il n'y a pas vraiment de miracle. Le- en regardant un peu cette décomposition spatiale, en fait, on peut aussi s'intéresser un peu aux propriétés du sillage. Et là, on a retrouvé que spatialement, en fait, quand on regarde la structure des modes, eh ben, ils sont très peu impactés. Alors, en haut, vous avez des, des tracés, en fait, des modes spatiaux qu'on obtient. Et puis à droite, en fait, en bas, pardon, la colonne de bas, c'est des coupes de ces modes sur l'axe du hub en fonction de la direction transversale, donc horizontalement, et on a compilé plusieurs résultats pour différentes fréquences d'oscillation, et on s'aperçoit, comme les statistiques en un point précédentes, que les modes, en fait, sont très très peu impactés, les modes spatiaux sont très peu impactés par la fréquence d'oscillation. Donc s'il y a ici un impact de cette fréquence d'oscillation, elle devrait se retrouver plutôt sur la partie temporelle, puisqu'apparemment la partie spatiale n'était pas impactée. Donc c'est ce qu'on peut voir. Alors là, la figure est un peu compliquée, mais vous avez en gros les colonnes, ça représente les modes, les- le spectre des modes temporels qui va nous intéresser en fonction de la fréquence adimensionnée. Et puis les lignes, ça va être soit la couche limite toute seule, soit les modes temporels, donc les spectres associés aux mesures faites en proche-sillage. Et puis après, la dernière ligne, c'est plus en aval. Et donc là, on s'aperçoit en fait que là, c'est les modes temporels qui portent certains pics dans le domaine spectral qui sont associés aux fréquences d'oscillation. Donc là, c'était intéressant d'un point de vue modélisation, en fait, c'est de pouvoir se dire, ben, les modes spatiaux, eux, ils bougent pas, quelle que soit la fréquence d'oscillation, et c'est les modes temporels qui vont capter le mouvement de surge de notre éolienne. Voilà. Alors aussi, on s'est intéressé un peu à la représentativité de ces modes temporels pour savoir si on captait bien la physique de l'éolienne, puisqu'on en rejette, on en a gardé une centaine sur plus de 14 000 disponibles. Donc on s'est dit, il faudrait pas qu'on rejette des informations importantes. Et une des informations importantes, c'était les caractéristiques d'évolution la position du sillage dans l'espace. Donc en gros, le mindering du sillage, à la fois latéral et vertical. Donc, on a estimé à partir de nos mesures brutes ben, la position du sillage. Donc, ZC, c'est la position verticale du centre du sillage à partir de cette équation, hein, et puis YC, c'est la position latérale. Et on a regardé les corrélations donc, entre les modes et puis cette position. Donc, à gauche pour la position latérale et à droite pour la position verticale, et on s'aperçoit que les premiers modes sont très fortement corrélés avec la position latérale, et puis la position verticale, elle correspond plus au deuxième mode, et puis à quelques modes d'ordre plus élevé, mais on s'aperçoit qu'avec les, ben, les dizaines de premiers modes, en fait, on capte bien aussi tous ces mouvements-là. Donc, il y a des petites variations en fonction de la fréquence imposée à l'éolienne, mais voilà, on avait bon espoir là, de capter toute la physique intéressante. Ouais. En termes de représentativité, je vous disais, ben, on garde qu'une centaine de modes, donc on n'a pas toute l'énergie cinétique turbulente. On part d'une douzaine de sondes pour essayer de représenter la dynamique temporelle de l'écoulement dans toute une section. Donc, il y a évidemment un peu de perte. Donc là, ici, à gauche, à gauche, vous avez les résultats sur la couche limite turbulente seule, et à droite, donc vous avez ce qui s'est passé dans le sillage en aval, et donc en représentation des RMS, des différentes composantes de vitesse. En pointillé, c'est les RMS originales mesurées par PIV, puis à gauche, et puis en très plein, pardon, c'est les RMS du champ reconstruit. Donc, suivant les composantes, on voit qu'on a des petits déficits des RMS qui sont dus, ben, en fait, on ne peut pas faire de miracle euh, en passant de 12 de champ complet à l'estimation avec seulement 12 sondes. Donc, on y reviendra par la suite, mais en tout cas, d'un point de vue spectral, cette fois-ci, là, on a aussi vérifié qu'on représentait bien les choses. Donc, en rouge, vous avez donc ça, c'est des spectres qui ont été mesurés ou reconstruits en un point. Donc en rouge, vous avez une mesure Fichot, donc là, le signal complet. En bleu, vous avez le signal PIV, et on voit bien que là, il s'arrête
à la fréquence de coupure donnée par la basse fréquence d'acquisition. Et puis en noir, vous avez la reconstruction. Et donc on voit qu'on reconstruit. Alors on retrouve notre déficit d'énergie, mais par contre, le spectre est bien complété et on a bien comblé notre spectre entre la fréquence de coupure de la PIV et puis les très hautes fréquences qui nous intéressaient pour le, pour la simulation, que ce soit en couche limite turbulente ou pour une éolienne, enfin le sillage d'une éolienne à 8 diamètres en aval. Voilà, donc avec tout ça, on était plutôt satisfait de notre stratégie. Et donc, du coup, on s'est lancé sur l'interfaçage avec FAST. Donc, il y a eu une phase d'extrapolation, interpolation sur les maillage de calcul. Et ensuite, on a exploré différentes stratégies de couplage pour pouvoir un peu caractériser notre stratégie. La référence, en fait, ça a été le dernier point, là, le point 5, ça a été les comparaisons avec la méthode qui est intégrée dans FAST. Donc, c'est un générateur de turbulence TurbSim qui génère de la turbulence qui respecte le bon, euh, le bon cisaillement, les bons niveaux de turbulence, des échelles intégrales réalistes, cohérentes avec les caractéristiques de la couche limite qu'on veut simuler, mais qui est basée sur une approche plutôt aléatoire et donc qui peut présenter le défaut de ne pas représenter la dynamique temporelle exacte de l'écoulement, alors qu'avec nos méthodes, on espère la capter correctement. Voilà. Donc les résultats de FAST, en fait, d'abord, on a fait des comparaisons sur la couche limite seule, donc pour pouvoir les comparer directement avec TurbSim, puisque TurbSim, en fait, ne permet que la simulation de couche limite toute simple, de couche limite atmosphérique. Et donc, le, en orange, vous avez la simulation FAST réalisée avec nos données reconstruites. Euh, et puis ensuite, vous avez une série de simulations réalisées avec des entrées TurbSim avec différents taux de turbulence, sachant en fait que le taux de turbulence de l'expérience en fait correspondait à 7%. Donc la simulation là en jaune foncé. Donc ce qu'on s'aperçoit, c'est que bon, bah, notre méthode, quand on respecte bien le taux de turbulence, elle reproduit la bonne puissance. Donc là, c'est la puissance moyenne en mégawatts euh, qu'on pourrait obtenir avec l'éolienne. Et puis après, on s'est assez intéressé à la RMS, donc les fluctuations de la puissance fournie par l'éolienne. Et là aussi, on s'aperçoit on a les bons ordres de grandeur quand les taux de turbulence sont cohérents. Voilà. Ensuite, on a regardé d'autres quantités, hein, mais donc tout ça, je n'ai pas trop le temps de détailler, mais ça nous a conforté dans les performances de et la fidélité de notre couplage. Donc après, on s'est dit, ben, pourquoi pas justement aller plus loin et justement dépasser les limites de TurbSim et pouvoir alimenter FAST avec des données mesurées dans un sillage turbulent d'une éolienne en mouvement ou pas. Et donc, ça nous a permis de faire des simulations FAST avec donc des données d'entrée correspondant au sillage d'une éolienne. Alors, en noir, vous avez la fréquence nulle, donc éolienne fixe. Et après, en couleur, vous avez l'éolienne animée d'un mouvement sinusoïdal de surge pour différentes fréquences. Donc, on voit que là, cette fois-ci, on peut se servir de FAST pour étudier un peu la réponse de l'éolienne au mouvement de l'éolienne amont. Donc, on voit que la puissance moyenne, elle varie en fonction de la fréquence de mouvement. Et puis, par contre, la fluctuation la fluctuation de la puissance, elle est moins impactée, mais elle est assez importante. Et puis, le graphique du bas, c'est les variations par rapport au cas fixe quand l'éolienne est animée d'un mouvement de surge. Pour la puissance moyenne à gauche et pour la puissance moyenne à droite. Donc, on a constaté, donc, on pourrait se dire, il y a un fort impact de la fréquence d'oscillation sur ces grandeurs globales, hein, puissance moyenne et puissance RMS. Alors, il faut garder en tête que que nos essais, ils ont été basés sur juste quelques simulations. Donc, les simulations de phase, elles ont tourné sur l'équivalent de 6400 secondes. Donc, ça fait à peu près 1 heure et demie. Donc, c'est pas complètement représentatif d'un point de vue statistique. On a essayé de caractériser un peu justement les erreurs qu'on fait d'un point de vue statistique en regardant un peu les statistiques de la puissance disponible calculées à partir des données brutes, donc des parties
partie, donc, la donnée PIV, hein, c'est pas les sorties fast ici. Donc, on s'aperçoit que on voyait à gauche, c'est la variation de la puissance. Donc, vous avez les barres, c'est les puissances moyennes, et puis les boîtes représentent le premier et le troisième quartile, et puis les moustaches, là, représentent les extrêmes. Donc, on a quand même des variations assez importantes. Et puis, ensuite, le graphique du milieu et de droite, ben, c'est la puissance moyenne et la puissance RMS sur des estimations de 1 heure. Donc, on voit quand même on a quand même quelques variations importantes. Donc, ça pourrait venir pondérer. On n'a pas fait, encore une fois, on n'a pas fait vraiment, c'était pas le but, c'était pas de faire d'analyse de la réponse de l'éolienne au siège, mais il faudra faire attention quand on le fera, quand on analysera la représentativité statistique de nos simulations, puisque elles sont faites sur des périodes assez courtes. Voilà, donc en conclusion, tout ça, ça nous a permis en fait de tester notre concept de couplage expérience-calcul. Donc, pour nous, il est validé puisqu'on a réussi à faire des simulations représentatives de différents écoulements, à la fois couche limite simple, couche limite atmosphérique simple. Donc, ça, c'était la zone de validation. Puis après, aller plus loin et pouvoir explorer des écoulements beaucoup plus complexes de sillage d'éoliennes en mouvement. Le concept, il a été aussi validé à travers notre collaboration avec Siemens. Donc, on a pu interfacer nos données avec leur code de calcul. Donc, ça aussi, c'était une bonne étape de validation dans un contexte plus opérationnel, on va dire. Ça nous a permis aussi ce projet de développer une méthodologie expérimentale de mesure de PIV stéroscopique dans une section de l'écoulement qui a été reprise ensuite dans différents projets, puisque ça permet d'avoir des mesures qui sont très riches sur la structure du sillage en fonction de la présence d'une éolienne et de son mouvement. Euh, et donc, du coup, ça nous a permis voilà, de vraiment confirmer le potentiel de la méthode, hein, puisque ça permet a priori, tant qu'on arrive à faire des expériences dans la soufflerie, eh ben, on peut se permettre d'explorer des configurations d'écoulement exotiques plus ou moins compliquées qui seraient pas abordables avec les outils classiques de simulation et de génération de turbulences. Donc, l'outil aujourd'hui, il est relativement opérationnel. Il est pas, c'est pas directement du presse-bouton parce qu'il y a eu, Cédric pourra confirmer, il y a un gros travail de mise en forme des données et puis après de d'enrichissement, enfin, toute l'étape d'enrichissement et d'estimation de la dynamique temporelle est assez complexe, mais on espère pouvoir aller plus loin vers un côté plus opérationnel. Mais en tout cas, la preuve de faisabilité est faite. Alors, les perspectives de travaux, donc aujourd'hui, j'avais mentionné le couplage avec Softwind, en fait, qui est un projet donc qui s'intéresse plus à la modélisation des flotteurs sur lesquels seraient posées les éoliennes flottantes. Et donc ça va se faire dans le cadre de la suite de SoftWind, en fait, qui serait qui a un dépôt d'ANR qui s'appelle Florida, donc pour lequel on est en attente en attente de la réponse. La suite aussi, c'est le couplage de ce genre de type de conditions d'entrée avec des codes de calcul LES, donc qui permettrait d'avoir cette fois-ci accès à l'écoulement simulé par LES. Et puis, dernière perspective qui a été en partie réalisée, c'est l'utilisation d'un système de PIV à haute cadence, donc qui a été livré au Léa en septembre 2022, et avec lequel on a réalisé des expériences dans la même couche limite et en aval de la même éolienne en mai 2023. Donc, on a une grosse base de données. Et donc, juste pour vous donner un ordre d'idée du gain qu'on peut espérer euh, avec ce genre de mesure, c'est qu'en fait, là, en bleu, vous avez la fréquence de coupure de notre système de PIV classique, et avec le nouveau système, eh ben, on a multiplié par un peu plus de 20 la fréquence d'acquisition. Donc, on va pouvoir quasiment se passer de l'idée de reconstruction et de couplage avec les anémomètres à fil chaud et se servir uniquement de la PIV stéroscopique à haute cadence. Donc, les mesures sont faites, les premiers traitements ont déjà commencé, donc on espère pouvoir faire des tests de couplage très bientôt. Voilà. Si vous voulez plus de détails sur la méthode, donc il y a des publications qui ont été faites sur le projet. Donc un article de journal qui est en cours de révision, mais dont le préprint est déjà disponible. Et puis ensuite une série de conférences qui ont été réalisées en 2022-2023
euh, dans lequel on présente différents aspects, à la fois exploration de la physique et puis après tous les aspects un peu estimation, reconstruction euh, et couplage avec FAST. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis je suis content de répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup, Laurent, pour cette très intéressante présentation. Alors, on a quelqu'un qui nous demande la durée de votre projet. Donc, on va peut-être rappeler, je l'avais dit au début, tu peux peut-être juste repréciser les dates et Oui, puis même alors, l'inscrire alors pour dans le futur comme tu viens de le faire. le projet, donc il était censé démarrer. Donc on a répondu à l'appel à projet 2020. On a eu la confirmation de l'acceptation du projet donc au printemps 2020. Et si vous vous souvenez bien, ça a été une période critique. Et donc du coup, tout le projet a commencé avec un retard d'office puisqu'on n'avait pas accès au laboratoire. Donc donc en fait, on a concrètement commencé à travailler à partir de septembre-octobre 2020, toute la campagne, et ensuite le projet s'est allé sur la durée prévue de 18 mois, donc ça nous a mené à fin 2022. Ok, merci. On a la Ludo Servéaïna de chez InnoEnergy qui nous demande comment vous voyez l'intégration de votre méthode dans un modèle atmosphérique réaliste du type WRF. Alors, justement, en fait, donc WRF, lui, il permet de simuler des conditions des conditions météo assez grande échelle, avec éventuellement un raffinement d'échelle, donc une descente d'échelle jusqu'à des échelles plus locales. Mais en fait, l'idée de notre approche ici, c'est vraiment de se dire, euh, on va, il y a des simulations, il y a des configurations qu'on peut pas explorer dans WRF ou dans ce type de code de calcul parce que, par exemple, ça serait compliqué d'implémenter une ferme d'éoliennes, ça serait compliqué d'avoir des éoliennes animées de mouvement. Et donc, du coup, nous, notre idée, c'était vraiment de, d'aller court-circuiter la partie WRF et la partie simulation atmosphérique en la faisant en soufflerie. Donc, en fait, la soufflerie, c'est notre WRF. Et on va aller parce qu'en fait, dans WRF, on pourrait se dire, bon, on va implémenter des modèles d'éoliennes avec des, euh, des disques actuateurs, avec des approches blade element momentum, des choses comme ça. Et donc, en fait, nous, la soufflerie, ça va être notre WRF. On va aller mesurer ce qu'il nous faut et on va directement alimenter le code de calcul aéroélastique avec des données réalistes d'un écoulement pleinement turbulent. Euh, donc, voilà. Donc en fait, l'implémentation de cette approche-là dans WRF, eh ben, elle n'est pas envisagée dans le sens où c'est ça serait, je vois, enfin, ou peut-être en tant que condition d'entrée à WRF, si on voulait faire de la simulation type LES à partir de données d'entrée mesurées avec dans la soufflerie pour des configurations vraiment spéciales. Voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais c'est l'idée. Je crois que la réponse était très complète. Merci, Laurent. J'ai une autre question de Noël. Est-ce que la soufflerie est capable de représenter des atmosphères convectives de type instable? Et non, pour l'instant, non. C'est un gros challenge. C'est un gros challenge de représenter des écoulements à stabilité non neutre. Et aujourd'hui, on n'a pas les moyens de le faire au niveau global, au niveau de la couche limite atmosphérique. On peut le faire, c'est ce qu'on va démarrer là, au niveau local, mais pas pour des applications éoliennes, mais générer des couches limites instables ou stables de point de vue global, on ne sait pas le faire. Donc là, pour l'instant, c'est des choses qu'on avait envisagé de faire, mais en collaboration avec d'autres laboratoires. Il y a un laboratoire qui sait faire ça, par exemple, en Grande-Bretagne. Donc, si on devait faire ça aujourd'hui, on irait plutôt déployer nos méthodes et nos systèmes de mesure chez les collaborateurs plutôt que de mettre en place une soufflerie. C'est un gros défi technologique et voilà, c'est pas quelque chose qu'on sait faire, qu'on peut faire aujourd'hui. Ok, merci.
Alors, tu as Ludo Cervé-Aïna qui rebondit sur ce que tu lui as dit tout à l'heure. Votre méthode se base sur une décomposition statistique orthogonale. Or, ce type de décomposition ne tient pas compte des déphases spatio-temporelles, ce qui pourrait limiter le nombre des modes. Là, vous êtes en Euh, train de vous parler chinois entre vous. On va peut-être vous laisser. Vous laisser. Tu lui répondras peut-être. oui, ben, peut-être qu'on pourra discuter en off de tout ça, mais je D'accord. ne suis pas sûr de comprendre Ok. ouais, toute la Bon, on question. On n'a pas transmettra identifié de alors. problème. Ok, ok. Très bien. Bon, bah, écoutez, je vous remercie tous de votre attention. Le replay de ce webinaire sera en ligne sur notre chaîne YouTube la semaine prochaine. Et puis, je suis heureuse de vous annoncer le prochain webinaire, le jeudi 26 octobre. C'est Brice Trouillet, du LETG qui viendra nous présenter son projet Datamap. Donc, on sera plus en géographie, le mois prochain. Voilà, merci Laurent, merci à tous pour votre attention et vos questions, votre participation. Et puis, je vous dis, à bientôt, sur YouTube, sur les réseaux sociaux et dans les bureaux de WIMEC à l'École centrale de Nantes. Au revoir à tous. Merci à tous. Au revoir, Gwenaël. Au revoir Laurent.